Aujourd'hui, on enfile notre blouse de sociologue, peut-être avec un petit brin de cynisme, c'est vrai, mais surtout avec pas mal d'empathie, pour poser un diagnostic sur l'état actuel, et soyons honnêtes, passablement chaotique des relations amoureuses. Parce que oui, la séduction a muté. Et pour comprendre cette évolution, on va décrypter ça méthodiquement en se basant notamment sur les observations de l'agence Aster et vous. C'est quand même complètement fou quand on y pense. L'humanité a été capable d'inventer des choses incroyables, comme la pénicilline pour sauver des vies, ou le cinéma pour faire rêver. Et puis, on a fini par inventer le swipe à gauche, c'est-à-dire la capacité de rejeter impitoyablement un visage humain juste en glissant son pouce sur un écran. Ça donne un peu le ton de notre époque, non? Alors pour y voir plus clair, voici notre petit carnet de santé du jour. On va d'abord examiner le chaos du dating, ensuite on parlera des reliques du passé, des fameuses pathologies numériques, du marché de l'amour, des 4 profils types qu'on croise partout, et on terminera avec une ordonnance, le remède du slow dating. On attaque tout de suite avec notre premier point, le chaos du dating, ou comment chercher l'amour est carrément devenu un sport de haut niveau. Parce qu'aujourd'hui, soyons clairs, la connexion humaine spontanée a un peu laissé la place à la stratégie pure. On a des mécaniques copiées sur des algorithmes, on utilise la psychologie inversée, on gère les silences de manière hyper calculée, bref, on s'épuise et on échoue souvent. Mais, curieusement, c'est presque rassurant de voir que, malgré toutes ces tactiques dignes d'une partie d'échec, notre maladresse humaine naturelle, elle, reste parfaitement intacte. On passe à notre deuxième partie, les reliques du passé. Ces fameuses techniques fossilisées qui, pour une raison tout à fait obscure, refusent de disparaître. Tenez, le grand classique absolu de la blague carimbar de 93. Ton père est voleur parce qu'il a pris toutes les étoiles du ciel pour les mettre dans tes yeux. Alors, entendre cette phrase aujourd'hui, disons-le franchement, ça ne crée plus aucun émerveillement. Ça déclenche surtout un mélange de pitié sincère et une envie pressante de repérer la sortie de secours la plus proche. On n'est plus du tout dans la séduction là, on est dans l'archéologie. Et c'est un point absolument crucial. Ce qu'on tolérait avant sous le nom de drague de rue, bruyante et envahissante, c'est désormais perçu, et reconnu légalement depuis la loi française de 2018 sur l'outrage sexiste, comme une intrusion pure et simple. On a heureusement déplacé le curseur. La séduction, c'est pas d'imposer sa présence, c'est de s'assurer du consentement mutuel. Ça commence seulement là où l'autre a envie d'être. Et du côté numérique, on retrouve ce même besoin de fuite. Demander un Snapchat au lieu d'un vrai numéro de téléphone, c'est quoi? Eh bien, c'est intégrer un plan d'évacuation dès la première minute. C'est pensé pour être éphémère, pour ne laisser absolument aucune trace. Bref, c'est l'antithèse parfaite d'une vraie rencontre qui implique de l'engagement. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie, les pathologies numériques. On est arrivé à un stade où le dating nécessite carrément un glossaire médical pour comprendre les dégâts psychologiques. Le premier symptôme hyper documenté, c'est le fameux ghosting. Disparaître du jour au lendemain sans donner la moindre explication. Et selon une étude de l'IFOP, c'est devenu un vrai marqueur sociologique chez les 18-35 ans, un symptôme flagrant de la phobie de l'engagement. C'est quand même assez fou et un peu flippant de voir à quel point cette fuite face au conflit est devenue une norme acceptable. Dans la même veine, on a une autre pathologie, le quiet dating. Là, c'est l'art de graviter indéfiniment autour de quelqu'un. On se voit, on passe du temps ensemble, on reste confortablement en orbite, mais on refuse catégoriquement d'atterrir. Pas de nom sur la relation, pas d'officialisation, aucune prise de responsabilité. Mais attention, la pathologie de loin la plus toxique, c'est le love bombing. Si on se penche sur les travaux de la psychothérapeute Isabelle Nazareaga, on comprend vite que ce n'est pas juste quelqu'un de très romantique. C'est une vraie stratégie de manipulation, souvent d'ordre narcissique, qui s'apparente à une véritable prise d'otage émotionnelle. Le cycle de ce love bombing est vraiment sinistre. Ça démarre par une intensité totalement artificielle, le genre à déclarer qu'on est des âmes sœurs dès le deuxième café. L'objectif, créer très rapidement une lourde dépendance affective. Une fois que le besoin est là, vient le retrait brutal, la personne reprend le contrôle et laisse l'autre complètement désemparé. Quatrième point de notre diagnostic, le marché de l'amour. On a réussi l'exploit inédit dans l'histoire humaine de créer une sorte de Vinted pour les émotions. Il y a une citation de la sociologue Eva Illouz qui tape tellement juste. Elle parle de capitalisme émotionnel, l'idée qu'on en vient à évaluer des êtres humains en utilisant exactement les mêmes outils cognitifs qu'un vulgaire comparateur de prix pour acheter un grille-pain en ligne. C'est absurde, non? Le décalage est juste énorme. D'un côté, on a cette fameuse liste de courses algorithmiques, où on élimine quelqu'un parce qu'il fait 2 centimètres de moins ou qu'il n'aime pas la même série Netflix. Et de l'autre, on a la vraie réalité humaine, le fait qu'on passe à côté de personnes absolument formidables, tout ça à cause d'une photo mal éclairée.
Et le résultat inévitable de cette surconsommation, c'est le dating burnout. Le journal Le Monde l'a très bien documenté en 2024. Le cerveau est tellement saturé par cette illusion de choix infini qu'il n'arrive plus à prendre de bonnes décisions. C'est le paradoxe ultime de notre époque hyper connectée. Cette abondance de profils a directement provoqué une véritable épidémie de solitude et d'épuisement profond. Allez, on passe à l'avant-dernière section, la numéro 5. On va essayer de catégoriser un peu les comportements pour voir à quel profil de dragueur on a affaire aujourd'hui. Globalement, on peut isoler 4 archétypes. On a le stratège, qui gère ses dettes comme un projet d'entreprise. On a l'opportuniste, qui navigue à vue, souvent de manière désorganisée. On a le love bomber, dont on a vu les méthodes purement manipulatrices. Et en opposition totale, on a le slow dater, celui qui essaie d'être authentique et qui cherche vraiment à comprendre la personne en face, plutôt que d'optimiser ses chances. Et ça nous mène tout naturellement à notre 6e et dernier point, le remède. Comment désobéir à l'algorithme grâce au slow dating? Parce qu'après un tel diagnostic, il faut bien une ordonnance pour amener un peu de bon sens là-dedans. L'enjeu principal ici, c'est de sortir de l'illusion. Il y a un contraste immense entre la persona numérique parfaite qu'on cultive sur les applis ou Snapchat, où on montre sa meilleure vie et où la sortie est facile, et la vraie vie. Des agences comme Aster et vous misent justement sur cette présence authentique hors ligne, avec tout ce que ça implique d'imperfection, de maladresse, mais surtout de sincérité. Le slow dating, en fait, c'est l'art de descendre de ce tapis roulant algorithmique. C'est réapprendre à prendre le temps. Lire un profil en entier, privilégier de vraies conversations avant de se voir, écouter activement l'autre pendant le rendez-vous. Bref, chercher à découvrir un être humain dans toute sa complexité, au lieu de juste vérifier si les bonnes cases sont cochées. Alors pour conclure ce décryptage, il y a une réflexion qui mérite qu'on s'y attarde. Dans ce monde hyper consumériste, où le prochain visage n'est toujours qu'à un petit glissement de pouce, est-ce que le véritable acte de rébellion, finalement, ce ne serait pas tout simplement la simplicité? Est-ce que la vraie révolution, ce n'est pas de ralentir et de choisir, tout en conscience, de ne plus jouer au jeu? Ça remet pas mal de nos certitudes en perspective, c'est certain.